Salutations bande de Yule, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je pète le feu et vous savez pourquoi? Le nombre de pirates du Don a doublé suite à ma dernière vidéo. Et si on ajoute à ça le fait que tous les retours que vous m'avez envoyés est tout simplement formidable, on peut considérer que ça a joué un petit peu au fait que j'aille bien, voilà. Donc je vous remercie mes amis. Malgré tout je dois faire un petit instant promo au début de cette vidéo. Vous voyez l'image qu'il y a derrière moi? Elle est belle hein? Hop là je disparais dans la pénombre, tac. Il se trouve que le Don s'amuse à passer derrière la caméra de temps en temps et à réaliser des clips musicaux. Et si cela vous intéresse, j'ai mis tous les liens dans la description et sur la fiche en haut à droite de votre écran. Si j'ai pas oublié, ou si j'ai pas eu la flemme. Sur ce, aujourd'hui on s'est donné rendez-vous pour parler du chapitre 925 de One Piece. Et aujourd'hui, je suis revenu avec du lourd. J'espère que je me suis pas fait trop attendre. Alors les amis, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc au début de ce chapitre, on retrouve Perona et Mihawk qui se trouvent toujours dans le royaume de Seglok, dans leur palais. On apprend via le journal que Moria, le père de substitution de Perona, est toujours en vie. Et celle-ci en apprenant ça, et dans les mois, a pris la décision de vouloir le rejoindre, ou le retrouver. Et Mihawk, qui craint un peu pour son statut, prend lui aussi l'initiative de partir, compte tenu du fait qu'il se passe des choses étranges à la rêverie. Et quand on parle du loup, on en voit la queue, on retrouve dans la situation suivante, Moria. Celui-ci se trouve dans le Nouveau Monde, sur le territoire de Marshall D. Teach, aka Barbe Noire, sur l'île d'Onecombe, une île à caractère tropical, et avec une bonne grosse ambiance pirate, comme à Jaya. Et manque de subtilité, l'île est formée à partir d'un rocher qui a la forme d'une tête de mort avec un bandeau. Oda est un génie de la subtilité. Du coup, Moria va en découdre avec Barbe Noire. Il est à la recherche de Absalom. Celui-ci est présumé mort. Or, on découvre que Katarina Devon, la seule femme de l'équipage de Barbe Noire, est en réalité la détentrice du pouvoir de Kyuubi no Kitsune. Autrement dit, le renard à 9 queues, et a pris l'apparence de Absalom. Et au même moment, Moria se fait trancher, lui et ses zombies, par Shiryu de la Pluie. Et la Revelation, Shiryu de la Pluie s'est procuré le fruit de l'invisibilité. Déduction logique, Absalom est présumé mort. En apprenant ça, Moria est très vite coupé dans son élan. En même temps, le mec est venu pour faire un gros tête avec Barbe Noire, en mode Gare du Nord. Attendez les gens, faut vraiment qu'on se pose un moment et qu'on réfléchisse, qu'on étudie de manière quantifiable à quel point ce mec est débile. Son fruit a beau être très puissant, il peut pas rivaliser avec l'équipage de Barbe Noire. Du coup, on se rend compte que les pouvoirs des différents personnages qui font partie de l'équipage de Barbe Noire sont axés fortement sur la fourberie et sur la dissimulation. Le fruit du renard à 9 queues, et non, ce n'est pas une référence à Naruto. Il faut arrêter les gens de capter des références partout. Voilà. Donc je vais faire une petite description de cette créature mythique, même si elle a beau être très connue. Le Kitsune est un yokai, donc une créature mythique tout droit sortie du folklore japonais. C'est une créature qui a de forts pouvoirs spirituels. Au début, le renard n'a qu'une seule queue, et on l'appelle donc le Kitsune. C'est au fur et à mesure de sa vie que son nombre de queues va augmenter. Et une fois arrivé à la 9e queue, on lui donnera le nom de Kyuubi no Kitsune. Et à partir de là, cette créature sera capable de prendre possession des gens comme une entité démoniaque, mais aussi de prendre leur apparence, dans le but de tromper les humains. Très souvent, la créature prend la forme d'une femme pour attirer les jeunes hommes. Mais comme on l'a vu ici, les rôles sont inversés. Donc on est très loin du Kyuubi de Naruto. Et oui, ne vous inquiétez pas, un jour, je parlerai de Naruto sur cette chaîne. La question que je me pose maintenant, c'est jusqu'à où s'étend le répertoire de Katarina Devon et comment doit-elle procéder pour obtenir l'apparence de quelqu'un? Utiliser ses mains comme le fait Bonne Clé ou assimiler la personnalité d'un individu? À vrai dire, on ne sait pas. Or, celle-ci nous annonce qu'elle sait où se trouve le corps de Absalom. Donc ça met un sérieux coup au tibia à cette théorie. Mais elle fonctionne toujours sur le plan spirituel. Maintenant, passons à Shiryu de la Pluie. Ce dernier, en héritant du fruit de l'invisibilité, on peut considérer que sa dangerosité est accrue à plus de 10 milliards de pourcents. 10 billions. 10 motherfucking. Mais ce dernier reste malgré tout vulnérable au acquis de l'observation. Mais malgré tout, ça n'empêche rien en fait que Shiryu et Katarina ont désormais des pouvoirs qui leur permettent de se dissimuler. Ils peuvent se rapprocher de qui ils veulent, récupérer encore plus de fruits du démon. Shiryu peut même prendre sa revanche sur Magellan, qui possède l'un des fruits les plus puissants existants, celui du poison. Et si on ajoute à ça le fait que Moria et Perona se fassent prendre, la capacité de dissimulation de l'équipage pourrait être encore plus accrue, avec le pouvoir du fantôme et le pouvoir de l'ombre. Donc dans ma théorie, il se pourrait tout simplement que l'équipage de Barbe Noire apparaisse à l'improviste quelque part, comme ils l'ont fait à Marineford, et même se trimballer une armée en toute discrétion grâce au pouvoir de Barbe Noire. Dans l'occurrence pour Moria, ils vont vouloir s'emparer de son fruit, car très intéressant, surtout la nuit, mais comme Moria a déjà une excellente maîtrise de son fruit, il serait plus intelligent de vouloir assimiler Moria à son organisation.
situation. Mais comme on l'a vu, ça va être compliqué. Après, si Moria veut vraiment foutre le boxon, il n'a qu'à assimiler toutes les ombres qu'il a à sa disposition, devenir géant, éclater l'île, etc., etc. Donc, dans ce chapitre, où on aurait bien voulu tomber sur la rêverie, mais je reviendrai dessus plus tard, en fait, Oda, à travers ce chapitre 925, commence à nous introduire le jeu des alliances qui est en train de s'installer en vue de tous les événements tragiques qui risquent d'arriver dans le futur. En commençant par la rêverie. En effet, Barbe Noire nous apprend que les révolutionnaires, au bout du 4e jour de la rêverie, sont passés à l'attaque et se sont donc confrontés à la première garde des dragons célestes, j'ai nommé les amiraux de la marine. En l'occurrence, Fujitora et Ryukyugu. Holy shit, Daze, c'est au taquet dur à dire. Ryukyugu. Bon bref, si Oda n'est pas revenu encore sur la rêverie, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup et même énormément d'acteurs que l'on connaît déjà, donc qui peuvent servir à porter l'histoire, mais faire réagir autant de personnages à une situation donnée, ça demanderait beaucoup trop d'efforts à Oda. Ok, il y a un énorme potentiel gâché, mais en l'occurrence, il fait ça pour ne pas casser le rythme du tome 93, il me semble. Enfin bref, pour ne pas casser le rythme qu'il y a entre les chapitres depuis qu'on est à Wano Kuni. Oda nous a bien présenté les lieux et les personnages à la rêverie, c'est obligatoire, on doit forcément y retourner à un moment donné. Il nous apprend aussi des informations sur Wano Kuni, en l'occurrence un bon nombre de pirates qui se rejoignent là-bas, et il est au courant pour Luffy. Comment a-t-il fait pour obtenir des informations de Wano Kuni alors que c'est une île qui est refermée sur elle-même? Pour cela, il doit forcément compter sur un réseau, et donc sur des correspondances un peu partout. En l'occurrence, il y a plusieurs personnages de son équipage qui ne sont pas présents dans ce chapitre 925. En l'occurrence, Lafitte, qui s'est déjà introduit à Marie-Joie dans le tome 25 de One Piece, rappelez-vous, et ce, sans même se faire repérer. Donc si ça a pu arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais pas que à Marie-Joie. Il nous apprend aussi que Big Mom, toujours en colère par rapport à Luffy, a décidé de rejoindre Wano Kuni. Mais pour le coup, Garp nous en avait parlé, la marine ne pourra jamais laisser Big Mom rencontrer Kaido pour une possible alliance. On sait que Kaido a une dette envers Big Mom, mais on ne sait pas encore la nature de cette dette. Et si la marine doit intervenir, ce sera de l'ordre des amiraux. Et le seul restant, c'est Kizaru. Or, si Kizaru quitte le QG de la marine qui se trouve à côté de Marie-Joie, ça fera un renfort considérable en moins. Ce qui veut dire que ça deviendra une occasion parfaite pour de puissants pirates pour intervenir à la rêverie, comme Barbe Noire. Mais j'ai du mal à y croire. En l'occurrence, pour le coup, il y a Shanks et 2 amiraux à la rêverie, en plus d'une bataille en cours. Comme je l'ai présenté dans ma précédente vidéo, absolument tous les pouvoirs sont représentés à cette rêverie, dont un empereur. Alors s'il pouvait y avoir un deuxième empereur qui se ramène, ou alors plus de supernova, ça pourrait faire chavirer le rapport de force. Barbe Noire, après avoir fait le listing complet des informations utiles, nous souligne le fait que la place du roi est désormais en jeu. Les prémices de la Grande Guerre ont commencé. C'est une place qui se mérite. Dans l'occurrence, ce personnage a décidé de se poser en tant qu'observateur, mais il est beaucoup trop intelligent. Il doit forcément préparer un plan d'action pour la suite et compter sur ses subordonnés et sur son réseau pour obtenir un maximum d'informations. La question que je me pose maintenant, qu'en est-il de Aokiji? Va-t-il intervenir à la rêverie? Va-t-il faire des crasses? Je ne sais pas, mais il est temps de connaître la vérité à son sujet. Peut-être dans les prochains entractes. Mais pour l'instant, il attend son heure et continue de poser les pions sur l'échiquier. 2 milliards 247 600 000 berries. Tel est le montant de la prime de Marshall D. Teach. C'est donc, et vous le savez très bien, la prime la plus haute qu'on ait jamais pu observer dans One Piece. Mais malgré tout, selon moi, c'est loin d'être la plus haute. Il y a une caractéristique importante sur le fonctionnement des primes que personne ne soulève vraiment. Et je vais donc en parler. En premier abord, on sait que la prime désigne la dangerosité d'un individu. Et pour le coup, plus un individu gagne en pouvoir, en l'occurrence un empereur, plus il y aura des individus puissants qui seront prêts à suivre ses ordres. Par conséquent, la nature de l'organisation d'un empereur peut faire gonfler les primes. Et c'est cette caractéristique qui a fait gonfler la prime de Luffy après les événements de Totoland. Car en effet, la rumeur sur le fait que Luffy ait pu se constituer une alliance et une flotte s'est répandue. Et donc, une prime qui dépasse le milliard, on va dire, ne représente plus vraiment la personne qui est sur la vie de recherche, mais tout ce qui s'incarne avec elle et autour d'elle. Et par conséquent, selon ce raisonnement, la prime qui a été donnée à Barbe Noire après les événements de Marineford était relativement inférieure à la prime qu'il a désormais. Et du coup, cette prime pourrait augmenter à l'avenir, sachant qu'il renforce son équipage avec de puissants pouvoirs de fruits du démon. Et encore selon ce raisonnement, j'en déduis que la prime de Big Mom et de Kaido sont relativement supérieures à celle de Barbe Noire. Mais comme la sienne a une valeur symbolique par rapport au véritable Barbe Noire, on ne sait pas si elle va vraiment changer. Mais étant donné la guerre qui arrive, les primes n'intéressent vraiment que les chasseurs de primes et n'auront bientôt plus vraiment de valeur. Il est donc inutile de s'attarder dessus.
Si on doit véritablement retenir quelque chose, je dirais ceci: le peuple est source de puissance. Mes amis, le serious business, autrement dit, la principale théorie de cette vidéo, arrive très bientôt. Nous arrivons à la moitié de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Comme vous le savez, ça aide au référencement. Et ça récompense beaucoup le travail. Alors, dans cette deuxième partie, on va d'abord se concentrer sur les événements qui sont produits à Wano Kuni à la fin de ce chapitre. Et ensuite, on passera à l'ultime théorie, qui parlera du sens symbolique qu'il y a entre Barbe Noire et Luffy. Je vais même faire un développement sur la fin de One Piece. Alors si vous êtes prêts, on y va. Le deuxième acte de cet arc Wano Kuni, qui prend la disposition d'une pièce de théâtre, s'ouvre sur un combat au sommet de la montagne de la tête, qui ici représente tout simplement la tête d'un samouraï avec un arbre au sommet en guise de chignon, donc une question d'honneur. C'est un combat qui fait s'opposer Inuarashi et Ashura Doji. Ces deux personnages qui, semble-t-il, n'ont pas réussi à s'entendre avec les mots et ont dû passer à la vitesse supérieure. Inuarashi qui, même avec une jambe en moins, fait jeu égal avec Ashura Doji. Cet affrontement ne donnera donc aucune suite. Le clan Kuzuki mais aussi la tribu des Minks se trouvent bien peinés à l'idée de ne pas pouvoir récupérer Ashura Doji dans leurs alliés. Ce dernier répond en disant qu'il n'y a pas grande satisfaction à avoir en sachant que le clan Kuzuki est revenu. En effet, ce clan, à cause des pouvoirs de Toki, mais par la force des circonstances, ont dû voyager 20 ans dans le futur. 20 ans de différence qu'on ne pourra jamais rattraper. Ashura Doji garde donc son statut d'électron libre. Et c'est marrant de se dire que dans les chapitres précédents, Kaido lui-même avait proposé à Ashura de rejoindre son organisation, en dépit des querelles du passé. Mais il finira bien par s'allier avec quelqu'un, soyez-en sûrs. Je pense sincèrement que ce dernier ne pourra pas résister au charme des Mugiwara. Ma théorie que j'ai sortie dans la vidéo Marineford 2.0, selon laquelle Luffy a marché dans les traces de Oden-sama, est donc toujours d'actualité. Pour réussir le plan anti-Kaido, libération de Wano Kuni, il faut une figure de proue marquante. Et vous l'avez compris, je pense à Luffy. On a vu que Ashura s'est intéressé à Luffy dernièrement, quand il se battait contre Kaido. Et comme Luffy est considéré comme un samouraï, et qu'il a tout fait pour, le choix de Doji est encore en suspens. Mais malgré tout, les trois autres samouraïs, pourraient avoir un avis différent. Mais du moment que Luffy est en prison, et qu'il ne peut pas confronter ses idées avec les samouraïs de Wano, on ne peut donc rien attendre de lui pour l'instant. Étant donné que le clan Kuzuki et les Minks doivent faire profil bas à Wano Kuni, de 1, parce que les samouraïs sont devenus des pirates et donc ont enfreint la loi, et 2, parce que les Minks sont sujets au racisme à Wano Kuni. Quand le capitaine est absent, qui est-ce qu'on va voir? Eh ben le second. Et ce second c'est Roronoa Zoro. Ce dernier, au moment où Luffy et la moitié de l'équipage sont partis pour Totland, ce dernier avait annoncé au calme: j'unirai les samouraïs de Wano. On attend toujours, mec. L'alliance ninja pirate Minks est confrontée à une dure réalité. Il manque clairement de soutien. Et malgré tout, il s'est passé plus de 3 jours après la défaite de Luffy, temps suffisant pour que différents alliés atteignent l'île de Wano Kuni. On peut penser à Nekomamushi, mais aussi à Jinbe et les hommes poissons. Nekomamushi, lui, devait essayer de retrouver Marco pour essayer d'en faire un allié potentiel. Mais comme on l'a vu juste après la rêverie, il n'a pas réussi. Mais Marco a délaissé un message envers Luffy. Après sa défaite contre Barbe Noire, Ko a décidé de poser les gants. La question que je me pose c'est: a-t-il appris quelque chose de Barbe Noire lors de sa défaite? A-t-il lui insufflé une conduite à suivre? Marco est quelqu'un de bienveillant. On n'a pas à s'en faire. Oda a bien pris soin de nous présenter son pouvoir avec détail, donc ça ne serait même pas étonnant que Marco le phénix la tête d'ananas, puisse retourner sa veste. Sans transition, on a appris ce qu'est devenu Otama après sa convalescence. Il s'avère que celle-ci est en bonne forme. Par l'intermédiaire de Chopper et des médecins, on a appris que Luffy est toujours en prison et que le ninja Raizo est parti le délivrer. Et à la page suivante, on a affaire à une petite surprise de Oda, les 3 calamités de Kaido dans la même pièce. King, à droite, lui a des ailes noires dans le dos, en plus d'un look de directeur de Impel Down plutôt douteux, et se fait même traiter de torturophile par Queen à gauche. Bon, lui, on va pas parler de son look, hein. Lui, c'est le chelou à son paroxysme. On voit que ce dernier a un bras métallique à la place de son bras gauche. Comme par hasard, c'est lui qui s'occupe de torturer Luffy et Kid. On a vu qu'il y avait des usines de métallurgie sur Wano Kuni. Donc la question c'est, est-ce que ces bras métalliques ou ces membres de substitution sont des choses répandues à Wano Kuni? Ça pourrait être très utile à Inuarashi et Nekomamushi. Et dernière question, est-ce que l'idée de donner des poissons empoisonnés aux prisonniers vient de l'une de ces calamités? Après on a oublié Jack la victime. Je ne vais pas développer un peu plus sur ces points parce que c'est vachement chronophage. On va directement passer à l'ultime théorie que vous attendez tous. J'aurais peut-être dû en faire une vidéo entière, mais bon, advienne que pourra. Allez, c'est parti pour la dernière partie de cette vidéo, et donc, mon ultime théorie. Luffy au chapeau de paille, ainsi que Barbe Noire, sont des pirates pure souche. Barbe Noire, lui, veut la place du roi des pirates tout comme Luffy. Il est sur la même longueur d'onde que ce dernier. Mais pour grimper les échelons, il utilise la fourberie. Il met en avant sa légitimité qui se base sur la toute
puissance, et par conséquent, par la domination. Alors que Luffy, lui se rapproche du titre du roi des pirates, et dans son aventure, en s'en prenant justement à ses dominants. Les deux ont leur manière à eux de prôner la liberté. Un pirate, dans une moindre mesure, est une personne qui prône justement cette liberté, et est prêt à défier toutes sortes d'autorités. Mais ces deux personnages, de tempéraments différents, ont chacun leur manière de l'exhiber. Luffy, lui, a plus de similitudes avec Barbe Noire qu'avec des grands méchants entre guillemets, comme Kaido, Big Mom ou ne serait-ce que Doflamingo. Leur rencontre et leur discussion à Jaya étaient là pour nous mettre la puce à l'oreille. Cependant, pour les biens de l'histoire, ces deux personnages sont en opposition à un mode de construction aussi simple que répandu qu'on appelle le yin et le yang. Luffy, lui, est un personnage altruiste qui s'en remet aux autres, défend les opprimés car sensible et hostile par toutes sortes d'injustices. Il en est ainsi depuis le début de l'aventure de Luffy. Et quand je dis ça, je repense au combat contre le capitaine Morgan. Et Barbe Noire en opposition, qui lui prend des formes beaucoup plus obscures, lui est un égocentrique, dans le sens où il fera passer ses ambitions personnelles avant le groupe. En effet, ce dernier a été jusqu'à tuer un compagnon de route pour se procurer le fruit des ténèbres. Je considère personnellement que c'est à cause de ça que Barbe Blanche, juste avant de rendre l'âme, a dit à Barbe Noire justement que ce n'est pas lui que Roger attend. Un être aussi égoïste ne peut pas porter une volonté aussi grande. J'ai dit dans une précédente vidéo que les fruits du démon présentaient une certaine facette, celle de figurer comme des outils de narration qui faisaient avancer plus vite l'histoire de Oda. Mais en réalité, il existe une autre facette, de mon interprétation bien évidemment. Les fruits du démon renforcent la personnalité des personnes qui l'utilisent. Quoi de mieux que le fruit des ténèbres, ténèbres qui aspirent tout, chose écrite dans l'œuvre de Ichiro Oda, pour quelqu'un d'égocentrique. Quoi de mieux que le fruit de l'élasticité pour quelqu'un qui adore se battre comme Luffy. Quoi de mieux que le fruit de l'éclosion pour quelqu'un de particulièrement curieux comme Nico Robin qui a tendance à toucher à tout. Quoi de mieux que le fruit de l'invisibilité pour quelqu'un qui n'assume pas son physique comme Absalom. Quoi de mieux que le fruit de l'invisibilité pour quelqu'un qui a des pulsions meurtrières particulièrement poussées et qui agit de sang-froid comme Shiryu. Et des exemples comme ça, je peux vous en sortir à l'appel. Donc mes amis, je vous invite à les chercher. Je ne sais pas si Barbe Noire sera l'ultime antagoniste de Luffy, mais en tout cas une chose est sûre. Le camp de Luffy et le camp de Barbe Noire seront parmi les derniers debout sur le champ de bataille de la grande guerre finale. Dans tous les cas, il y aura un vaincu et un vainqueur. Les alliés de Barbe Noire deviennent des alliés sous la contrainte. Luffy, lui, est une figure de proue qui donne la tendance, un soleil. Trahison et alliance, alliance et trahison. Les pirates, ce serait le mal. La marine, la justice. Les valeurs, ça va, ça vient. Ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé vous faire influencer. C'était le Don pour vous servir. Sachez que vous êtes les bienvenus dans mon équipage. On se retrouve la prochaine fois pour parler du chapitre 926 de One Piece. Je vous donne rendez-vous. C'était le Don pour vous servir.